bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. Mission remplie pour l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire après 4 ans passés dans le pays. Il a rencontré hier le président de la République une dernière fois en tant que représentant de son pays sur le sol ivoirien. Le reportage est de Viviane Naïma. Après 4 ans de présence en Côte d'Ivoire, son Excellence Béni Omer, ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, était reçu dans la matinée de ce lundi au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara, pour sa toute dernière fois en tant que chef de mission diplomatique en Côte d'Ivoire. Avant son départ, il a fait avec le président de la République un point des nombreux projets de coopération dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures, de l'énergie, des projets en cours de réalisation et auxquels il a contribué en tant qu'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire. Vous savez que nous sommes en train de former des jeunes futurs ingénieurs agronomes ivoiriens en Israël. Cette année, on a eu un groupe de 5, c'est les premiers. L'année prochaine, le mois de septembre, il y aura une trentaine de jeunes Ivoiriens qui vont voyager en Israël pour une formation qui dure 11 mois. On a parlé de coopération dans le domaine d'infrastructure. Et si on parle des routes bitumées, des pistes rurales qu'on peut stabiliser avec un produit qu'on a développé en Israël, avec une société qui sera prête à venir assez rapidement et présenter son savoir-faire et installer le système. On a parlé d'autres projets, par exemple de l'énergie. Et je suis heureux de vous annoncer que bientôt il y aura une société israélienne, Telemenia, qui va construire une centrale électrique à Songon de 370 MW. Je pense que ça peut ajouter un peu à la capacité énergétique de votre beau pays. Une des idées que j'ai échangées avec le chef de l'État, c'était l'installation d'un centre de formation professionnelle. Parce qu'une des préoccupations du président de la République, c'est l'emploi des jeunes. Ce centre de formation qu'on a déjà installé dans un autre pays en Afrique, au Cameroun, avec des résultats vraiment impressionnants. Si on peut faire la même chose ici pour la Côte d'Ivoire, pourquoi pas, et former des gens, des petits métiers, des mécaniciens, des techniciens. Autant de projets qui annoncent le grand retour de la coopération avec Israël, coopération vieille que la visite du président de la République Alassane Ouattara en Israël en juin 2012 a véritablement relancé. Plus 70 milliards de francs CFA pour le budget 2013 de l'État ivoirien. Cette revalorisation du budget a été présentée à l'Assemblée nationale par le ministre en charge de l'économie et des finances et a été adoptée. Le reportage de Léon Pro. D'environ 3 814 milliards de francs initialement, le budget 2013 de l'État de Côte d'Ivoire va passer à plus de 3 883 milliards de francs CFA. La première étape pour la modification de ce budget, l'adoption par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale, a été passée ce lundi. C'est à l'issue de 4h30 de débat, soit de 10h à 14h30, le temps pour la ministre chargée de l'économie et des finances de convaincre les députés sur les motivations de cette hausse budgétaire. Hausse de 6%, correspondant à 69 milliards 197 millions de francs CFA pour boucler le financement d'un certain nombre d'investissements publics. Nous avons par exemple des projets aussi importants que l'autoroute du Nord. Il y a également des dépenses relatives à l'ADDR, des projets aussi importants que le pont de Jacquesville pour lesquels les financements complémentaires étaient nécessaires. Donc c'est un ensemble de compléments budgétaires qu'il était nécessaire de mobiliser. Évoquant des projets comme la réhabilitation de la route Adzopé-Bondoukou, l'émissaire du gouvernement a rassuré les députés sur le bon état d'avancement du dossier de financement. Le nord-est que constituent Bouna et Bondoukou est un grenier de la Côte d'Ivoire, même si ces populations ont besoin d'électricité, mais je crois que le premier élément d'abord, c'est la route. Autre sujet également abordé, l'état d'exécution du budget initial pour l'année 2013. La ministre auprès du Premier ministre en charge de l'économie et des finances a dressé le bilan du premier trimestre et expliqué que l'état du deuxième trimestre 2013 sera disponible 45 jours à compter de fin juin. 33,58% de réussite au baccalauréat 2013 sur le plan national. La ville de Grand-Bassam, elle va jusqu'à 46,01%. L'ADECO a publié les résultats hier. Le reportage est de Francis Boifo. 33,58%.
c'est le taux de réussite du baccalauréat session 2013. Comparativement à celui de 2012, qui s'élevait à 25,22%, les résultats de cette année enregistrent une hausse de 8,36% avec 55 124 admis sur les 215 382 candidats inscrits. Tous ces résultats qui sont en train de s'améliorer sont l'expression de la quiétude, de la tranquillité et de l'apaisement du front social. Ces acquis ont permis aux candidats, à leurs parents et à tous les acteurs de travailler dans la sérénité. Des perspectives meilleures sont envisagées par le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique pour faire de l'école ivoirienne une école de réussite en insistant davantage sur la qualité du travail et des diplômes délivrés. La ville de Grand Bassam enregistre le plus grand taux d'admis avec 46,01% et Gagnoua ferme la marche avec 23,42%. La proclamation des résultats du baccalauréat ce lundi boucle la série des examens à grand tirage du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Cette proclamation coïncide avec le début du processus d'inscription en ligne des élèves des classes de 5e à la 3e et de la première à la terminale. La rentrée scolaire 2013-2014, elle, est fixée au 16 septembre 2013. En fin juillet, début août, la composition au brevet de technicien supérieur va refermer la page des examens de fin d'année. Les véhicules de transport urbain sont invités à se conformer aux règles, sinon c'est la fourrière. Une opération de contrôle et d'application de cette mesure a démarré sur le terrain hier lundi. Francis Boifo. La phase de répression des véhicules de transport en commun, taxis-compteurs, communaux et véhicules banalisés, est-elle rentrée en vigueur ce lundi comme annoncé? Pour ce qui est des contrôles routiers, aucune affluence des forces de l'ordre dans les rues de Yopougon, Plateau et Cocody où l'on est passé. Cependant, un constat. Plusieurs taxis communaux ont garé, de même que les véhicules banalisés communément appelés Waro Waro. Nous avons constaté que pratiquement nos gares sont à peu près vides par rapport à l'arrêt des Waro Waro intercommunaux. En tant que chargeur, c'est de ça nous vit. Donc déjà ça nous fait un manque à gagner. Un manque à gagner pour certains propriétaires de véhicules banalisés. Ils disent être confrontés à une équation. Mais nous, les Waro Waro intercommunales, on ne sait même pas où on va se diriger. On nous dit de faire les pièces, mais on ne sait pas où on va se diriger. Il y a deux structures, il y a Colotique et puis il y a Sotique. On ne sait pas où on va aller faire les pièces. Il y a au moins 4 voitures sur la ligne. Tous les 4 Waro Waro sont garés. Par rapport à la situation, il faut qu'on nous montre les lieux sûrs où on doit aller se mettre à jour. Souvent on nous dit Bénet, souvent on nous dit Sotique, souvent on nous dit Politique, souvent on nous dit IGTCI, je ne sais pas où aller se mettre à jour. Ignorance ou manque de communication? En tout cas, l'on retient que l'annonce de la phase de répression des véhicules n'ayant pas les documents administratifs tels que la patente, le certificat de visite technique et l'assurance du transport public voyageur a eu une influence sur le trafic routier ce lundi. Ça fait 1 heure du temps que j'attends ce véhicule ici. Et c'est maintenant que j'ai eu le véhicule. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a trop de monde par rapport à avant. Et surtout à cette heure-là, généralement, on a les taxis un peu plus facilement à cette heure. Mais à ce moment-là, vous voyez qu'il y a du monde et puis il n'y a pas de taxi. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Les autorités en charge des transports indiquent que l'opération de répression vise à normaliser le transport interurbain et à assurer la sécurité des usagers. Intéressons-nous à l'actualité sur le continent. Le sport est un facteur d'intégration. Eh bien, au Rwanda, c'est le cyclisme qui sert de moyen de réconciliation. Un documentaire a été produit à cet effet. During the 1994 genocide, many of the cyclists of Team documentaire, la naissance de l'équipe rwandaise de cyclisme. Comment de jeunes sportifs parviennent à dépasser ensemble le génocide de 1994? Comment ils redonnent un sens à leur vie après un tel traumatisme? C'est l'acteur américain Forest Whitaker qui prête sa voix à ce documentaire dont il est également coproducteur. La semaine dernière, il était à l'UNESCO à Paris pour le présenter en avant-première.
Je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue ou effacer de nos mémoires les folies qu'on a commises, nous les êtres humains sur la planète. Ce drame qui a eu lieu au Rwanda, c'est tellement immense. Il ne faut pas oublier, mais il faut aussi se rappeler que les gens ont besoin de surmonter tout ça. Cette équipe cycliste a joué un rôle important dans la reconstruction du pays. Ces jeunes sont une source d'inspiration pour tous, dans tous les domaines de la vie. Les gens nous ont souvent dit, ce n'est pas seulement l'histoire du Rwanda, c'est mon histoire, l'histoire de chacun d'entre nous. C'est mon mariage ou mes soucis financiers. Ça m'a redonné l'espoir que je pouvais aller au-delà, que je pouvais moi aussi renaître de mes cendres. Jacques Boyer, l'entraîneur américain de l'équipe, a eu du mal à adhérer au projet du film. Il ne voulait pas que son travail en souffre. Aujourd'hui, alors que ces jeunes sportifs atteignent les meilleurs niveaux mondiaux, il a lui aussi été transformé par cette aventure. Pouvoir dire que Forest Whitaker soutient ce film, que les gens l'utilisent comme un message d'espoir à transmettre au monde entier, je pense que ça n'arrive pas souvent. Et je suis honoré de faire partie de tout cela. Il aura fallu 6 ans pour tourner ce documentaire, qui a déjà remporté une douzaine de récompenses dans des festivals américains. Des récompenses amplement méritées, selon le public parisien, conquis par ce film porteur d'espoir. En Italie, un dirigeant de la Ligue, Roberto Calderoli, a comparé un ministre noir, le premier de l'histoire du pays, à un orang-outan. La polémique se poursuit sur place avec de nombreux appels à la démission du vice-président du Sénat. L'affaire fait les gros titres de la presse italienne ce matin. Cécile Kyenge, ministre de l'intégration d'origine congolaise, a une nouvelle fois été prise pour cible par l'extrême droite. L'un de ses leaders, Roberto Calderoli, également vice-président du Sénat, l'a publiquement comparé à un orang-outan. L'insulte raciste a immédiatement été relayée par les réseaux sociaux et suscité une vague d'indignation dans le pays. Je dis au monde politico per chiedere una riflessione su questo tema dell'importanza della comunicazione, il ruolo che devono avere i leader politici, il ruolo che devono avere le persone che siedono all'interno delle istituzioni nella comunicazione. Questo credo che sia un tema molto importante perché le parole hanno un peso. Propos haineux, menaces de mort, Cécile Kyenge affirme en être victime quotidiennement depuis sa nomination il y a 4 mois. Dernièrement, une membre de la Ligue du Nord, le parti xénophobe, appelait au viol de la ministre. Un autre l'accusait de vouloir imposer des pratiques tribales en Italie, des propos racistes qui ne sont pas l'apanage de la seule extrême droite. Beaucoup d'Italiens sont clairement racistes. En commençant par Berlusconi et ses réflexions sur Obama. Quand il a dit qu'Obama était jeune, beau et bronzé, ce sont des remarques racistes qui ne seraient pas acceptables dans un autre pays européen ou en Amérique du Nord. Des attitudes racistes qui se sont multipliées ces dernières années. En 2006, le même Roberto Calderoli avait dû démissionner du gouvernement Berlusconi pour s'être exhibé avec un t-shirt anti-islam. Mais cette fois, le sénateur reste droit dans ses bottes. Il n'a pour le moment pas présenté d'excuses publiques à la ministre. C'est la fin de cette édition. Des informations en continu sur les www.rti.ci. Excellente journée à vous sur RTI 1.